Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. C'est vendredi à la fin de la semaine, en quelque sorte, et donc c'est l'heure pour moi de faire un petit point sur cette semaine. J'ai passé plutôt une bonne semaine de médecine générale avec des hauts et des bas, mais plutôt quelque chose qui s'équilibre sur le global, avec un sentiment que l'épidémie qu'on traversait de grippe, de Covid, s'est un petit peu tassée, ce qui permet de récupérer un peu d'air et des consultes d'urgence qu'on ne doit pas rajouter dans tous les sens sur notre planning. Donc ça, c'est plutôt bien. On a un nombre de rendez-vous qui est redevenu un petit peu normal, ce qui permet de gérer tout l'administratif du cabinet, notamment la comptabilité, récupérer les dossiers, les attestations annuelles de cotisation aux différentes assurances. Aujourd'hui, j'ai pu faire un point avec ma banquière sur mes frais de compte, la tenue du compte, etc. Chose que je n'ai jamais le temps de faire d'habitude. Et gérer toute la partie chef d'entreprise en tant que professionnel de santé libérale qu'on n'a pas toujours le temps de gérer d'habitude, puisque on est en permanence dans le soin, dans la quête à toujours plus de patients parce que toujours plus de demandes, et à essayer de trouver un équilibre sur le juste refus qui permet de nous protéger nous et à la fois d'assurer quand même notre prise en charge de santé publique, je dirais, et pouvoir avoir ce temps dédié pour gérer l'entreprise médecine générale indépendante, c'était intéressant. C'est vrai que moi ça a pris beaucoup plus de sens pour moi depuis que je vais m'installer de manière très proche. Mais à la fois, là, voilà, revoir le coût des consommables, comparer les différentes entreprises, voir que tout a beaucoup augmenté, trouver le juste usage, trouver le matériel de qualité, réfléchir aux différentes assurances. Par exemple, pour mon nouveau local, il fallait revoir un petit peu les différentes assurances de local, revoir les choses dont on a besoin, réévaluer la consommation de boîtes de dasserie. Donc les dasseries, c'est pour les objets coupants et tranchants essentiellement, ou au moins les objets souillés. Et c'est vrai que les contrats ont beaucoup augmenté, donc essayer de trouver le juste milieu entre ce qui est vraiment nécessaire, comment on compte l'utiliser, le coût que ça a, pour pouvoir s'intéresser vraiment en profondeur à tout ça. C'est vrai que jusque-là, c'était pas du tout ma préoccupation et ça l'est devenu, afin de faire un peu de la qualité. Et c'est vrai que dans le cadre, par exemple, des entreprises de gestion des déchets, ça me tenait à cœur d'avoir quelque chose de local. Il y avait une entreprise pas très loin d'ici, je sais pas, peut-être à 5-10 km maximum, mais dont le devis n'était pas clair du tout. Donc c'était mon premier choix sur le papier, mais après, une fois le devis obtenu, l'espèce de flou autour de combien, comment, etc. ne m'a pas convenu. Donc j'ai une entreprise qui est un petit peu plus loin, dans le département d'à côté, mais qui, je sais, récupère déjà des déchets ici. Donc on pourrait imaginer une tournée commune pour limiter les trajets. Ça, c'est ma part un petit peu éco-responsable. C'est peu de choses à l'échelle d'un cabinet et d'impact, mais ça fait sens pour moi de transposer ça. Sur la part un peu plus soin, cette semaine, j'ai eu des difficultés en garde notamment, puisqu'en garde, en fait, on est déporté, entre guillemets, dans une maison médicale de garde, en tout cas sur notre département. Il y en a dans plusieurs hôpitaux. Elles sont quasiment toutes dans les hôpitaux. Et là où je vais, en l'occurrence, c'est dans l'hôpital, mais on n'a quasiment pas de matériel. C'est-à-dire qu'en gros, on vient avec notre stéthoscope, notre otoscope. Sur place, il y a un petit peu de quoi désinfecter, et des embouts d'autoscope, un tensiomètre, et puis c'est tout. Et après, c'est vrai qu'il faut qu'on amène notre lecteur de carte vitale, notre lecteur de carte bleue, et tout ce dont on pourrait avoir besoin. Et typiquement, j'ai vu une enfant pour ablation d'un corps étranger dans l'oreille,
et ben j'ai pas réussi. Et ça me met dans une situation pas forcément inconfortable parce que bon, c'est la vie, mais je suis toujours un petit peu gênée du rapport à la performance qu'on peut avoir. C'est-à-dire que j'ai pas soulagé cet enfant, j'ai pas soulagé son parent. J'ai eu des nouvelles depuis. Il a fallu qu'elle repasse par 2 endroits différents pour que quelqu'un réussisse à lui enlever. Donc c'est pas forcément une histoire d'incompétence de ma part, mais plus de moyens qu'on nous donne. C'est-à-dire pas de matériel, ça rend la chose impossible. Euh, mais voilà, après on facture les gens, alors qu'on n'a pas toujours réussi à mener à bien notre mission. Et ça, je trouve ça toujours délicat. On a, on n'a pas tous ce positionnement-là, hein, mais moi, d'une certaine manière, j'aimerais presque qu'on ait une sorte de salaire au nombre de patients qu'on a en charge, quoi, avec un temps de travail affiché, et puis qu'on n'ait pas toute cette charge administrative de la facturation, de, de la gestion financière, de l'argent, de tout ça. Des fois, on aimerait bien revenir juste au juste soin. Euh, mais, euh, mais pour faire ça, il faudrait être plutôt dans un centre de santé. Et là-bas, c'est pas forcément toujours beaucoup plus rose qu'en libéral, puisqu'il y a d'autres problèmes, hein. Donc c'est délicat, ouais. C'est comme quand je me rappelle, hein, quand j'étais jeune remplaçante, on était plusieurs remplaçantes, on essayait de poser des stérilets. À l'époque, on n'était pas toujours dans la réussite. Et je me rappelle même qu'une de mes remplacées n'avait pas réussi à poser un stérilet alors qu'elle avait l'habitude de le faire, l'expérience et tout ça. Et la patiente est partie très mécontente en refusant de payer parce qu'elle n'avait pas réussi à avoir son stérilet mis en place. Une autre patiente que moi j'avais vue s'était très énervée contre moi parce que j'avais pas donné les antibiotiques qu'elle souhaitait, et donc pour elle il n'y avait pas de raison d'être payée puisque je faisais pas ce qu'elle voulait. Et je suis contente aujourd'hui pour l'instant de ne pas avoir trop de personnes de ce type-là, même si j'ai encore quelques patients là qui viennent avec leur liste de courses, pas forcément méchamment de leur part, hein. Il y a une part de pour pas tout oublier et pour pas déranger le docteur, quoi. Sauf que la liste de courses, d'une part, souvent est pas forcément adaptée à ce que moi je peux apporter comme expertise, et d'autre part, c'est un peu bah voilà, on est un peu le supermarché, quoi. Or, c'est pas du tout le rôle que moi j'espère avoir auprès des patients. J'espère vraiment les guider suite à un problème de santé ou de la prévention dans leurs choix, leurs décisions, et qu'ils puissent faire ça en pleine conscience et pas parce qu'on leur a dit qu'il faudrait faire une radio ou un scanner ou je ne sais quoi, faire tout ça. Et il y a une patiente récemment que j'ai un petit peu refoulée parce qu'elle venait pour une ordonnance. Elle est arrivée, voilà, elle me dit je veux une ordonnance pour la radio du genou, une ordonnance pour la radio du pied, une ordonnance pour le bon de transport, qui n'était pas justifiée en termes juridiques de pourquoi est-ce que c'est pris en compte ou pas, et qui s'était fâchée à l'époque. Moi j'étais un petit peu sous tension, je lui dis voilà, je suis pas le médecin pour vous. Il s'avère qu'elle est revenue me voir cette semaine, hier je crois, avec sa fameuse radio du genou qu'elle a pu aller faire donc sans bon de transport. Je n'avais pas fait la radio des pieds puisque pour moi elle n'était pas indiquée médicalement, et entre nous, quoi qu'il arrive, j'avais pas envie qu'elle ait forcément tout ce qu'elle demandait. Bon, si ça avait été justifié, je l'aurais fait, mais je trouvais ça important qu'elle comprenne que non, en fait, c'est pas juste parce qu'elle veut une radio qu'elle va avoir une radio, c'est parce que c'est indiqué médicalement. Et en l'occurrence, hier, elle est revenue un petit peu grognon, hein, me voir, parce qu'elle savait voilà, si j'allais lui dire ou pas d'aller voir ailleurs finalement. Et donc elle est venue avec ses résultats. Il y avait bien de l'arthrose du genou, ce qui était attendu sur cette radio, hein. Il n'y avait pas besoin de faire la radio pour le savoir. Elle est venue sans les clichés, juste avec les comptes rendus, pour me demander ce qu'elle faisait maintenant. Donc je leur ai expliqué qu'il fallait les clichés, voilà, que je ne suis pas juste... Et donc j'ai voulu l'adresser à l'orthopédiste en lui conseillant différentes personnes. Et là, de nouveau, elle me redemande le bon de transport. Je réexplique que je ne peux pas faire le bon de transport. Voilà, c'est assez compliqué de gérer ces patients qui sont un petit peu demandeurs un peu de droit en disant voilà, j'y ai droit. Alors que le droit n'est pas toujours là où on croit qu'il est, malheureusement, et puis que les droits évoluent dans le temps à mesure de ce que la sécurité sociale a comme argent aussi.
ce qui était commun, courant il y a 20 ans, ne l'est pas forcément aujourd'hui dans une période où il n'y a plus trop d'argent public. Je ne sais pas si vraiment il y en avait vraiment plus avant, mais en tout cas on y faisait peut-être moins attention. Et voilà, c'est un peu délicat. Et j'ai une autre dame d'ailleurs qui est venue, qui voulait que je le renouvelle son dossier à la MDPH pour avoir donc l'allocation adulte handicapé. Et franchement, moi en regardant son dossier, je voyais pas pourquoi elle l'avait. Il n'y avait pas de raison médicale réelle à ce qu'elle l'ait, ni de handicap suffisant pour toucher une pension tous les mois en lien avec ce handicap potentiel. Et donc j'en ai parlé avec elle, je dis voilà, moi je veux bien renouveler, mais il est possible que votre âge ne soit pas renouvelé. Et là, ça a été le drame absolu, parce qu'elle y a droit, qu'elle l'a toujours eu, que quand même elle a eu un lymphome il y a quelques années. Et c'est vrai que oui, elle est malade, mais comme d'autres, c'est-à-dire que comment, comment est-ce qu'on fait nous en tant que soignants pour accompagner ce système global qui n'est pas forcément aidant avec la population fragilisée, pour faire entendre aussi parfois aux gens que bah non, en fait les droits ils sont pas illimités, que ce qui était vrai avant n'y est plus forcément maintenant. On a des gens qui arrivent dans des situations complexes, et aussi parce que financièrement le monde autour va pas forcément bien. J'ai une dame là qui a été arrêtée pendant 3 ans en arrêt maladie. Ça fait 3 ans que je lui dis dès le début de préparer, de penser à la reprise du travail, de penser à voir le médecin du travail, de penser à voir le médecin conseil. Parce que pour moi, elle n'allait pas justifier d'une invalidité au terme de ces 3 ans d'arrêt maladie. Parce qu'au bout de 3 ans, automatiquement, il y a un dossier d'invalidité qui peut être lancé, mais il n'y a plus d'indemnité journalière. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent. Et cette dame était persuadée que quoi qu'il arrive, elle aurait l'invalidité. Médicalement, franchement, il y avait peu de choses à part des symptômes dépressifs persistants, mais c'est pas suffisant pour une invalidité, la dépression, malheureusement. Donc voilà, il s'avère que là, bah voilà, elle est tombée des nues, elle comprend pas, elle n'arrive pas à entendre, et c'est très compliqué parce que moi je suis là pour l'accompagner, donc je peux l'aider dans sa demande, mais il faut réussir à aussi rationaliser la demande et faire quelque chose de plus réaliste au quotidien. Tout en sachant que derrière, même en faisant la demande, il est probable que ce soit refusé. Donc voilà, donc on fait tout notre possible, mais moi, comme je leur explique, je ne peux pas mentir sur leur état de santé, sur des certificats médicaux. Je ne peux que décrire la réalité. Et à partir de là, il y a des critères, des barèmes, et ces barèmes sont évolutifs, donc à voir. Mais ça, c'est source de conflits, conflits légers, mais plutôt de sentiments de grande injustice pour les patients. Et c'est moi le messager de cette injustice, et c'est pas forcément évident. Voilà, ça c'est un peu la complexité actuelle. Et je trouve que cette sensation un peu de et si j'avais pas ce dossier, si j'avais pas mon invalidité, si j'avais pas mes droits, est plus prégnante, peut-être parce que le contexte social autour est plus compliqué. Santé et sécurité, le podcast.